Donc Vincent pour Jour après jour by D-Day Live. Commune de Gourbeville, qui est un lieu important pour le 357e régiment d'infanterie, la 90e. Donc on va reprendre quelques jours un peu avant, donc là on va parler du 13 juin, on va reprendre les choses à partir du 10. Donc dans la nuit du 9 au 10 juin, le 1er corps d'armée ordonne à la 90e de sécuriser et de passer le Merderet. Donc la ligne de front va s'établir depuis Picoville, Chef du Pont, Pont-l'Abbé pour le 358e régiment d'infanterie. Et sur Gourbeville en Fréville pour le 357. Le 359 est toujours rattaché à la 4e division d'infanterie jusqu'au 11 juin, 10-11 juin. Donc eux ils sont sur Sainte-Mère-Église principalement. Donc tout d'abord on a l'artillerie, donc le 345e file d'artillerie et 915 qui prend position au-dessus de la Fière et qui soutient les troupes aéroportées de la 82e division pour franchir le pont de la Fière. Donc les opérations sont très compliquées et c'est pour ça qu'on engage le 10 juin le 1er bataillon du 357 pour franchir la Fière en soutien des paras. Donc c'est là les premiers vrais combats de la 90 et c'est un massacre, à savoir que c'était que des bleus, c'était leur première action de combat et il y a on va dire 50 jusqu'à 100 tués, blessés uniquement sur la Fière. Donc la 90e pousse, mais les Allemands sont bien retranchés, connaissent le terrain parfaitement et la progression est vraiment très lente. Donc côté Chef du Pont, Pont-l'Abbé, c'est la même chose, le 358 est bloqué et ne franchit pas le Merderet et a des difficultés à entrer dans Pont-l'Abbé. Donc les actions de combat vont se dérouler du 11 au 12 avec de très faibles gains de terrain, de très lourdes pertes. Pour la 90, donc pour le 358 et le 359. Donc l'objectif est réévalué et à la base on devait prendre Amfreville et finalement on se retourne sur la commune de Gourbeville. Pourquoi? Parce que c'est un carrefour important, là où on est situé exactement. Et donc l'objectif c'est vraiment la prise de Gourbeville. Donc on organise une espèce de task force donc avec le 3e bataillon du 357 et la compagnie A du 315e Engainier Combat de Bataillon. Donc en provenance juste derrière nous, donc entre Amfreville et Gourbeville, ils font une poussée et atterrissent à proximité de Gourbeville. Donc c'est vraiment du combat de haie à haie et les pertes sont très lourdes. Donc à savoir qu'ici il y avait déjà le 507 qui avait sécurisé la zone mais n'avait pas pu prendre la commune. Donc les actions sont vraiment au coup par coup, on avance, on recule, contre-attaque et ainsi de suite. Donc au 13 juin, la commune de Gourbeville n'est toujours pas prise. Donc à savoir que c'était le 507 qui avait sauté sur la zone, donc à partir du 6, qui avait sécurisé un peu mais qui n'avait pas pu progresser. Donc le 357, donc 3e bataillon plus le compagnie A du 315, continuent leurs assauts, c'est vraiment attaque contre attaque. On ne sait pas où on est perdu, les officiers sont complètement perdus. Donc ce qui fait que les troupes sont désorganisées et sont vraiment apeurées, ça tire dans tous les sens, mortier, artillerie et à coups de MG. Et c'est vraiment du combat de chance et on avance, on recule, on avance, on recule. C'est pourquoi on appelle la 9e division d'infanterie pour venir vraiment sécuriser le secteur. Donc la 9e venait de débarquer sur Utah le 12 juin. Donc là, pour terminer ici sur Gourbeville, on va reprendre les souvenirs de Carver McGriff, raconter une histoire un peu particulière qui a eu lieu vraiment exactement ici. Donc Carver est un jeune homme qui vient de l'Indiana, né en 1924. Donc il est appelé, c'est pas un volontaire. Et il rejoint l'US Army, il fait tout le training aux États-Unis, donc sur 8 semaines. Et après donc part pour l'Angleterre. Donc lui il n'est pas affecté à la division directement, il fait partie d'un replacement depot, donc c'est-à-dire c'est les premières unités de remplacement qui viendront combler les pertes subies par la division en Normandie. Donc lui arrive à Utah Beach le 9 juin, donc c'est vraiment les tout premiers remplaçants. Il est habillé de la tête aux pieds comme tout soldat d'infanterie avec son havresac. Donc lui il fait partie d'une section lourde calibre 30 AO. Donc imaginez le trépied, la grosse 30 AO qui pèse bien son poids. Et lui est justement en charge de porter la calibre 30.
Donc il arrive directement sur la Fière, donc le long du Merderet, et il est affecté, il savait même pas où il était, le pauvre. Et il y a un officier qui lui dit, bah voilà, Carver, bienvenue dans la compagnie M 357, 90e division d'infanterie. Donc voilà ses premiers mots qu'il entend, et il sait vraiment où il se situe, enfin surtout du coup avec qui il est. Donc dès le premier soir, sur le 9 juin, il subit tirs d'artillerie, mortier, tout ce que vous voulez sur le secteur de la Fière. Donc imaginez-vous en pleine nuit, vous ne savez pas où vous êtes, vous avez 20 ans, l'horreur que ça a pu être. Donc ils arrivent avec son unité à progresser et se retrouvent ici entre le 12 et le 13 juin sur la commune de Gourbeville. Donc derrière vous, sur la haie, vous avez sa position de calibre 30 avec sa section. Donc il y a 4 calibres 30 tout le long de la haie et Carver fait partie de ces gars-là. Donc ça fait 3 jours qu'ils n'ont pas mangé, qu'ils n'ont pas dormi, très peu bu, et les gars sont affamés. Donc Carver avec ses collègues de sa section se disent tiens, devant nous il y a un presbytère, enfin une maison, et on va aller chercher à manger. Donc Carver avec sa petite carabine USM1 traverse le champ juste ici. Donc Carver progresse à travers ce champ juste derrière nous avec son USM1 pour venir juste ici derrière nous dans ce qui était un presbytère où il suppose qu'il y aurait peut-être à manger. Donc le bâtiment est un peu en ruine, il y a quelques dégâts suite au combat. Il rentre dans la maison, il trouve des casseroles, un peu de plats encore fumants. Il prend tout ce qu'il peut dans ses poches, sa musette, et il retourne sur sa position. Et donc les gars commencent à faire réchauffer, et commencent à attaquer leurs plats, et ils se disent bah tiens, il y a peut-être encore d'autres choses. Donc Carver revient à nouveau, et là il tombe nez à nez avec un curé. Donc il est surpris, il se dit bah merde, qu'est-ce qu'il fait là? Pris de remords, il retourne dans sa position, il transmet à ses gars, bon bah voilà, en fait c'est la maison d'un curé, on a piqué de la bouffe à un curé. Donc les gars, ils savent plus quoi faire, ils fouillent leurs poches, ils mettent de l'argent, tout ce qu'ils peuvent, ils redonnent aussi ce qu'ils ont piqué. Et Carver revient à nouveau et redonne tout au curé. Donc le curé refuse bien sûr, et du coup les gars continuent leur repas volé. Voilà. Donc il y a quelques années, avec sa femme Marianne, on a souhaité retrouver l'endroit où ça s'est passé. Donc c'était des souvenirs, mais il n'avait pas d'image exacte du lieu, il ne se souvenait plus. Donc on est venu ici, je lui ai dit, bah voilà, j'ai trouvé ce qui était à l'époque un presbytère, sans être sûr que ce soit là. Donc on se met exactement là, on regarde la haie, il n'y a aucun souvenir qui revient. Ensuite on frappe à la porte du presbytère, donc c'est occupé par les locataires à l'époque. Quand on est venu, ils nous font rentrer dans la maison, et là toujours rien non plus. Donc on s'est dit, bah on s'est peut-être trompé, c'est pas ici. Et c'est au moment de repartir, quand il franchit le seuil d'entrée, la porte d'entrée en direction de la haie, que là tous ses souvenirs sont revenus. Il s'est mis à genoux devant nous et en pleurant. Et là il a dit c'est là, on a trouvé, et il nous a raconté toute son histoire que je viens de vous raconter exactement. Donc c'est là aussi, parce que Carver est aujourd'hui pasteur aux États-Unis, donc il a une grande congrégation, et c'est ici exactement qu'il a eu sa révélation pour Dieu, parce qu'il le contact avec le curé a fait en sorte qu'il a entendu la parole de Dieu, et puis il est devenu du coup pasteur. Donc pour terminer sur la journée du 13 juin et la libération de Gourbeville par la 90e division d'infanterie, donc on va faire un petit rappel à la mémoire concernant un officier. Donc il s'agit du colonel John Sheehy, donc qui est officier sorti de West Point et qui était commandant de régiment du 357. Donc ici exactement à ce carrefour, donc il était en jeep en reconnaissance, donc en fin de journée. Donc il arrivait de ce sens-ci. Et en fait, ils se sont retrouvés pris entre des feux de MG42 positionnés ici au carrefour. Et il a été tué par ces mitrailleuses, et vraiment à cet endroit-là. Donc à savoir que le colonel Sheehy était aimé et apprécié de ses hommes, de tous les gars du 357, et que sa perte a été assez terrible moralement pour eux. Et pour preuve, il y a beaucoup de vétérans qui après-guerre en parlaient toujours. Et donc voilà. Donc ici, il y a quelques années, une personne a retrouvé aussi le casque de cet officier dans la haie là. Et donc il y a quelqu'un qui a la chance d'avoir ce casque du colonel Sheehy. Et celui-ci est enterré aujourd'hui à Colville. Et je sais que tous les vétérans et enfants de vétérans du 357, quand ils viennent à Colville, ils vont sur la tombe de Sheehy. Pour comparaison, c'est un peu le Dick Winters au niveau du 357. Voilà.